Beauvais, vendredi 29 mai 2015. Aujourd'hui, la vie d'un homme est en jeu. Ce matin, l'accusé, Ludovic Chabet, et son avocat, Philippe Valland, se dirigent vers le palais de justice. Ultime bataille d'une incroyable saga judiciaire. Depuis une décennie, ce pompier hurle son innocence en vain. Dans la valise que pousse l'avocat, il y a 10 années de procédure. Ludovic Chabet est accusé du meurtre de sa femme Françoise, un crime qu'il nie. Malgré cela, il y a 3 ans, il a été condamné à 12 ans de prison pour ce crime. Ce matin, il n'a pas été extrait de la maison d'arrêt car après 2 mois de détention, la justice l'a remis en liberté, estimant qu'il ne pouvait pas faire pression sur les témoins, qu'il y avait peu de chances de récidive. C'est donc en homme libre que Ludovic Chabet va tenter de gagner, en appel cette fois devant la cour d'assises de l'Oise, le procès de la dernière chance, avec au bout l'acquittement ou la condamnation. Le marathon qui va commencer, je l'aborde avec, je pense qu'on l'aborde de la même manière. À la fois avec espoir et avec terreur. La terreur, elle est liée évidemment à ce qu'une erreur judiciaire ne soit pas commise. Parce que je considère clairement qu'on est en train de vivre dans le domaine de l'erreur judiciaire. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à répondre, j'ai des questions, il y a plein de choses et voilà, je vais tout faire pour que mon innocence soit reconnue vendredi. Voilà. Depuis 10 ans, l'accusation n'a aucun doute sur la culpabilité du sapeur-pompier. Sur le parvis du palais de justice, les parents et la sœur de Ludovic ont fait plus de 200 km ce matin pour le soutenir lors de cet ultime rendez-vous avec la justice. Pour les parents, leur fils fait figure de coupable idéal. Comment ça va, monsieur Chabet? Ça va. Ouais. Ça va aller? Espérons que ça va aller. Il y a intérêt, hein. Après, on veut plus se voir. Non, après, je veux plus entendre parler de vous, hein, je vous préviens. De toute façon, pour eux, dès le premier jour, c'était Ludovic coupable. Et puis, ils en ont fait le bouc émissaire jusqu'au bout. Il n'y a rien qui l'accuse. Rien du tout. C'est pas facile à vivre. Ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans, avec au final une enquête rocambolesque parsemée de fausses pistes et d'étranges interrogations. L'audience criminelle va s'ouvrir. Un procès attendu par la mère de la victime, convaincue de la culpabilité de son ex-gendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous attendez? J'attends depuis 10 ans que la justice soit faite, c'est tout ce que je peux vous dire. Puis qu'elle soit juste. Voilà. Parce que ma fille, elle ne méritait pas de partir à 24 ans. Il n'y a personne qui a maîtrisé ça. On ne part pas bonne santé. Les clients sont des gens simples, des gens qui souffrent. Depuis maintenant 10 ans, ils attendent de pouvoir enfin en terminer avec cette affaire. Dès le début de l'audience, une bataille s'engage entre les deux familles sur la place réservée à Ludovic Chabet. Habituellement, l'accusé se trouve dans le box. La famille de la victime estime donc qu'il doit y aller. Mais le pompier s'assoit aux côtés de son avocat car il comparaît libre, hors du box. Voilà qui devrait plaire au clan Chabet qui le croit innocent. Mais l'avocat général et l'avocat de la famille de Françoise ne sont pas d'accord. Alors à peine la cour a-t-elle pris place qu'éclate ce premier incident d'audience. Au final, la présidente tranche, l'accusé sera derrière son avocat, juste devant le box. Mais comment cet homme, un sapeur-pompier exemplaire selon sa hiérarchie, comment s'est-il retrouvé devant la cour d'assises ? Pour
Pour le comprendre, il faut revenir 10 années en arrière, le samedi 26 février 2005 très précisément. Ce jour-là, Ludovic Chabet termine une garde de 48 heures à sa caserne en région parisienne. Peu avant 8 heures, il prend la route pour Humbercourt, dans la Somme, afin de retrouver sa femme Françoise, comme il le fait d'ailleurs depuis 6 mois. Je suis dans l'état d'esprit d'habitude, je veux dire, je quitte ma garde, voilà, je prends l'autoroute, je suis rentré comme d'habitude. Il doit parcourir 200 km. À 9h01 précisément, il franchit le péage de Roye dans la Somme. Il lui reste alors 87 km de route départementale à parcourir avant d'arriver chez lui. Je sais qu'entre Roye et Amiens, il y a une demi-heure, et Amiens-Humbercourt, une demi-heure. Donc j'avais mes repères comme ça, et c'était mon habitude. Il a beau avoir ses repères, ce jour-là, c'est encore l'hiver avec une route verglacée, une campagne enneigée. Au terme de son parcours, il arrive à Humbercourt, petit village rural de la Somme de 250 habitants. Avec Françoise, ils ont emménagé à l'automne 2004 dans une petite maison baptisée Nid d'Amour. Quand je rentre de Paris, donc je me gare comme d'habitude dans l'entrée de la maison. C'est au moment où la porte s'est ouverte. Quand j'ai vu mon épouse par terre, c'est un cataclysme. Je me suis approché d'elle, elle était sur le ventre. Je l'ai... Excusez-moi. Je l'ai mise sur le dos. Pourquoi je l'ai mise sur le dos, je ne sais pas. Tout de suite, j'ai vu son visage qui était si nausé, avec un œil énorme. J'ai posé ma main sur son torse pour voir si elle respirait encore, mais je savais très bien qu'elle était morte. J'ai eu aucun geste de secours en fait, parce que j'étais totalement paniqué, j'ai tout perdu. Enfin, c'est le plafond qui s'écroule, les murs qui se rapprochent. Enfin, c'est indescriptible ce qu'on peut vivre à ce moment-là. Qu'on soit pompier ou pas, je pense que... Je sais pas. Voilà, je réagissais plus. C'est une attitude qui peut sembler incompréhensible de la part de ce secouriste chevronné chez les pompiers, un corps d'élite dont la devise est « sauver ou périr ». Pourquoi ce militaire formé et préparé à intervenir dans des situations d'extrême urgence, maîtrisant parfaitement les gestes qui sauvent, n'a-t-il rien tenté pour réanimer son épouse? Sa seule réaction est d'alerter les secours à 10h04. Je l'ai remise sur le ventre. Le seul réflexe que j'ai eu, c'était d'appeler les pompiers. J'ai appelé les pompiers et ensuite j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon capitaine qui était à Montreuil. Les secours interviennent à 10h15. C'est très rapide. Sur le carrelage de la salle à manger, il y a Françoise, 24 ans, vêtue d'un pyjama. Elle a des boules qui quièsent dans les oreilles. Pendant une demi-heure, les pompiers tentent de réanimer la jeune femme avant de constater son décès. Les gendarmes appelés sur place n'envisagent pas qu'un crime ait pu être commis dans cette maison, car celle-ci semble fermée de l'intérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si la porte a été ouverte ou fermée. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je me souviens mettre la clé dans la serrure. Après, je ne peux pas vous le dire. Là, ça fait 10 ans, je ne me souviens plus. Les gendarmes ne constatent aucune trace d'effraction, encore moins de lutte, et ils trouvent sur un meuble une enveloppe contenant 500 €. L'autopsie va révéler que la jeune femme est morte étranglée. L'arme du crime, c'est son foulard. Les enquêteurs fixent le décès entre 9h et 9h45. Mais par qui cette jeune femme joyeuse et réservée sur sa vie privée a-t-elle été tuée ? Très tôt, au Courrier Picard, on s'est beaucoup intéressé à ce mystère et c'est Tony Poulain qui a suivi cette affaire. C'est une très grande émotion. On est dans un
petit village du nord de la Somme, une zone très rurale, où tout le monde se connaît. Donc voilà, au début, on est un peu confronté au mystère de la chambre close. Il y a une morte dans la maison et la porte était hermétiquement fermée. Une énigme, mais aussi des négligences invraisemblables selon maître Philippe Valland, l'avocat du pompier. Dans l'affaire Chabet, tout commence mal. Les enquêteurs qui vont venir sur les lieux vont saboter une scène de crime. D'abord, ils ne vont pas la geler, la scène de crime, comme on dit dans le jargon criminologue, ne vont pas réunir les indices, ne vont pas procéder aux constatations auxquelles ils auraient dû procéder en cas de mort suspecte. Un mégot de cigarette est trouvé à quelques centimètres de la tête de la victime. Ce mégot va être jeté à la poubelle et détruit. Les gendarmes ne vont pas placer la maison sous scellé et vont donc permettre à la famille, ce qui est ahurissant, le dimanche, le lendemain de la mort de Françoise Chabet, de nettoyer la maison, donc de nettoyer des traces de sang. Traces de sang qui sont peut-être celles de Françoise Chabet, peut-être celles d'un autre, mais nous n'en saurons jamais rien. On va retrouver du sperme dans le vagin de la victime, qui va être mal conservé, et quand on voudra déterminer l'ADN, ce sera impossible. C'est absolument affreux parce que si l'on imagine que le mégot de cigarette aurait pu nous donner l'ADN de l'assassin et que le sperme peut être le sperme d'un assassin, dans cette enquête, on n'aura pas permis d'analyser ni le mégot, ni le sperme et de trouver un éventuel coupable. Le foulard qui a servi à étrangler la victime est manipulé par les pompiers et par les enquêteurs. On retrouve l'ADN d'un secouriste, de plusieurs inconnus et aussi du mari. Mais est-ce vraiment l'arme du crime? On nous affirme que Françoise Chabet est morte par strangulation. Sauf que la strangulation est un acte violent et long. Il faut 5 à 10 minutes pour étrangler quelqu'un. 5 à 10 minutes pendant lesquelles cette personne se débat, se défend. Françoise Chabet ne porte aucune trace de défense. Ludovic Chabet, d'ailleurs, non plus, pas de griffures sur les mains ou le visage. Premier élément. Deuxième élément, aussi, véritable difficulté, elle n'a pas de sillon autour du cou. C'est-à-dire que le foulard avec lequel elle est censée avoir été étranglée n'a pas marqué la peau. Elle porte simplement une trace de ripage, c'est-à-dire de frottement le long de la gorge. Celui qui a voulu l'étrangler ne pouvait pas l'étrangler d'une seule main. C'est absolument impossible. Il faut nécessairement tenir à deux mains, la bloquer, et donc ces deux mains auraient au moins imprimé des marques des deux côtés du cou. Donc voilà comment une affaire commence, et commence mal. Malgré tout, les gendarmes ne veulent négliger aucune piste, à commencer par celle d'un vagabond. On pense au rôdeur, on l'abandonne très vite. Un rôdeur dans un village comme ça de 250 habitants, où en gros il y a une seule rue qui traverse, il est très vite vu, c'est très difficile pour lui de rester discret. À un moment, on pense à un marginal qui est vu régulièrement dans le village. C'est étudié de manière précise et ça va être écarté. Donc très vite, on va quand même arriver à Ludovic Chabet, celui qui dit qu'il a ouvert la porte. Et on va y arriver parce qu'on ne voit pas bien qui ça pourrait être d'autre. Les soupçons s'orientent vers le pompier, d'autant plus que les gendarmes refont le trajet entre le péage et son domicile. Conclusion, le mari a eu le temps d'éliminer son épouse en l'espace de 12 minutes, juste avant d'appeler les secours à 10h04. Et ce n'est pas tout. Une voisine fait 2 révélations. D'abord, elle a aperçu l'épouse encore vivante à 9h et son mari arrivé une demi-heure plus tard. Les gendarmes placent le pompier sur écoute. En fait, les écoutes ont permis de voir qu'il fréquentait des sites de rencontres et puis qu'il a échangé des SMS avec une collègue de travail chez les pompiers de Paris, dans sa caserne. Des SMS assez explicites qui laissent imaginer qu'il y a une relation entre les deux. Je cherchais du réconfort. Voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, on a eu cette relation sexuelle. Forcément, ça peut paraître étrange. Mais et alors, et si j'avais couché avec 20 femmes avant, 10 femmes après, mais... Oui, ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas de morale. D'accord. Mais ça fait pas de moi un criminel. Ce comportement de veuf joyeux, l'absence de gestes de secours aussi sur sa femme, plus un témoignage accablant, Ludovic Chabet est le suspect numéro 1. 2 mois après le crime, l'homme est auditionné. Quand je me suis présenté
à la gendarmerie, ils m'ont dit « Monsieur Chabet, vous êtes en garde à vue ». On ne comprend pas pourquoi. Et dès le départ, j'avais senti que ça n'allait pas. Ils étaient agressifs, violents dans leurs paroles. Au début, le pompier explique aux gendarmes avoir découvert sa femme au sol en ouvrant la porte de leur maison. Mais le 3 mai, changement de version, il craque et il avoue le meurtre. J'étais complètement abasourdi, fatigué. Je venais de subir une garde à vue horrible. C'est comme si je signais un petit peu la fin de tout ça. Je me suis dit, tant pis, voilà. Une garde à vue et des aveux que conteste maître Philippe Valland, l'avocat de Ludovic Chabet. Au cours de cette garde à vue, qui est une garde à vue comme on n'en voit plus aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment moyenâgeuse, les gendarmes comprennent probablement dès la première journée qu'ils, n'ayant pas d'éléments matériels, ils ne tireront rien de Ludovic Chabet, à moins de réussir à le faire avouer. Et n'ayant aucune preuve, ils vont utiliser une vieille méthode digne de l'Allemagne de l'Est, qui va être d'aller chercher la mère et la sœur de Ludovic Chabet, les placer en garde à vue, montrer à Ludovic Chabet sa mère assise sur une chaise dans une pièce, de telle sorte qu'il comprenne eh bien, que l'enjeu devient compliqué. Ils m'ont présenté ma mère à travers une vitre. Ils m'ont dit, voilà monsieur, maintenant, vous allez parler parce que sinon c'est eux qui partent. C'est eux qui partent pour 20 ans. Ils me faisaient croire que ma mère dormait dans une geôle à côté de moi. Enfin quel est l'être humain qui pourrait ne pas craquer. Sauve-les pour les sauver, à vous et à vous, n'importe quoi, c'est exactement ce qu'il va faire. Et donc il y a un officier qui est rentré, un officier de la gendarmerie. Il m'a dit, voilà, quand vous êtes rentré, il n'y a pas un jeu qui existait quand vous rentrez? J'ai dit, bah non, il n'y a pas de jeu. Alors, les traces sur les tempes. Donc il a trouvé les coups. Donc il dit, ne mettiez pas de coups? Bah non. Et en fait, il a inventé l'histoire. Ludovic Chabet va avouer un jeu totalement ridicule, c'est-à-dire que quand il rentre à la maison, il tape dans ses mains. Sa femme doit se baisser, sinon lui tape à nouveau et elle prendrait un coup. Et donc elle serait morte de manière accidentelle au cours de ce jeu. Moi j'ai répété, ça a été retranscrit sur papier, j'ai signé. À aucun moment Ludovic Chabet n'évoque, dans le cadre de ses auditions, des faits de strangulation. Eh bien, les gendarmes vont s'arrêter là alors qu'ils pourraient poser des questions, lui disant que ça ne correspond pas à la matérialité des faits. Ils ne le font pas. Ils le défèrent devant le juge d'instruction, qui le met en examen et va demander son incarcération. Les gendarmes ont-ils vraiment poussé à bout Ludovic Chabet? 10 ans après cette garde à vue controversée, ils doivent à présent s'expliquer aux assises sur ces étranges aveux. Sollicité, ils refusent de s'exprimer devant la caméra. Alors que l'on s'interroge sur leur impartialité, curieusement, leur premier geste est de saluer les parents de Françoise Chabet, une proximité qui leur est reprochée. Ça a pu choquer. Alors plusieurs gendarmes l'ont appelée Françoise et notamment un qui, tout au long de son audition, qui a été très longue, l'a toujours appelée Françoise. On sent une proximité. Il faut se dire qu'on est dans une zone rurale, dans des petits secteurs de gendarmerie où les brigades sont proches des habitants et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande d'être. Peut-être, probablement, l'émotion d'avoir découvert le corps d'une jeune femme de 24 ans, ce que je peux comprendre. Peut-être aussi une proximité qui est avérée dans les couloirs du palais de justice avec la famille de la victime, ce que je peux parfaitement comprendre. Il est vrai que quant à la neutralité, ça peut laisser dubitatif. À la barre, l'un des gendarmes reconnaît finalement un interrogatoire très particulier. Il aura fallu une journée entière pour que, enfin, le dernier gendarme reconnaisse les actes de pression qui étaient évidents au cours de la garde à vue. Par moments, on a vraiment envie de leur couper la parole, de leur dire mais non, c'est pas ça. Et le problème, c'est qu'on a vraiment un sentiment d'infériorité parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas leur couper la parole. Et ça, c'est très difficile. Je trouve un peu triste finalement qu'il faille autant bagarrer
faut rapprocher enfin d'un peu de la vérité. Mais pour l'avocat de la défense, le véritable responsable de ce dérapage, c'est le patron de l'enquête, le juge d'instruction. Je pense qu'en fait les gendarmes ont été influencés, dirigés par un juge d'instruction aux méthodes très particulières. En théorie, un juge doit enquêter à charge et à décharge, mais ici, ça n'a pas été le cas. Je vais vous lire très exactement les questions posées par le juge d'instruction et la manière dont il s'adresse à Ludovic Chabé. On ne va pas perdre notre temps aujourd'hui à raconter, écouter, transcrire tout et n'importe quoi. Ce petit jeu inventé de toutes parts et de votre naïve et méchante imagination ne tient pas non plus. Naïve car personne n'y croit, même pas les membres de votre famille, qui ont tous été entendus. Méchante car vous n'êtes pas, et pas du tout, respectueux du décès, du meurtre de Françoise. Arrêtez de salir, arrêtez de crier sur tous les toits que vous voudriez savoir ce qui s'est passé, car monsieur, ce qui s'est passé, vous allez me le raconter maintenant, et sans oublier la strangulation, car elle en est morte. Les interrogatoires, c'était sans cesse sur ce ton méchant. Et, c'était un homme qui me terrifiait dès que j'étais devant lui, il me terrifiait totalement. C'était horrible. C'est-à-dire que là, on a un individu qui est persuadé que Ludovic Chabé est coupable, qui ne se pose aucune question, qui ne supporte pas qu'un mis en examen nie les faits dont il n'est pas coupable, et qui va l'humilier, l'injurier et lui mettre une pression telle pour qu'il reconnaisse des faits qu'il n'a pas commis, que je pense que ce genre d'individu n'a plus sa place, heureusement, dans l'institution judiciaire. Après ses aveux, entre guillemets, Ludovic Chabé est revenu à sa première version. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a découvert le corps de sa femme sans vie, mais la justice ne le croit pas. Alors pour dénicher un mobile, les enquêteurs explorent l'intimité du couple. Françoise et Ludovic se sont rencontrés au lycée. Le couple s'est marié en septembre 2002. 2 ans plus tard, il s'installe à Humbercourt. Le couple formé par Ludovic et Françoise Chabé, c'est presque une image d'Épinal. Quand on lit le dossier, on se dit même que c'est un couple trop sage pour son âge, dont les loisirs consistent à retaper la maison et à rendre visite aux beaux-parents ou aux parents chaque week-end. Ils sont décrits comme amoureux, tendres l'un envers l'autre, courageux, travailleurs, respectueux des aînés. On peut dire aussi que tout ça manque de folie, d'imprévu. L'image du couple n'est pas aussi lisse que le pense son entourage. 1 mois avant sa mort, Françoise sombre dans une lourde dépression. J'ai essayé de comprendre, savoir d'où ça venait. Elle me disait non, c'est passager, t'inquiète pas. Donc j'ai mis ça sur le compte du travail. Vu qu'entre nous, il n'y avait pas de changement, dans la famille, il n'y avait pas de pression, entre amis, il n'y avait rien. Donc je lui ai dit, écoute, on va aller voir un médecin. Le médecin lui avait prescrit du Stilnox pour essayer de dormir et un arrêt de travail. Ces crises de pleurs, c'était en dents de scie. Et c'est très difficile à emmagasiner, le fait de voir son épouse pleurer et de ne pas savoir pourquoi. Elle avait un secret, sûrement, elle n'a jamais voulu me le dire. Et ça, c'est difficile. 10 mois après le décès de Françoise, les gendarmes dévoilent enfin ce secret, car ils ont examiné dans le détail ses relevés téléphoniques. Le numéro d'un certain Stéphane apparaît à de très nombreuses reprises, même sur sa ligne professionnelle. Les enquêtes, ça lève le voile sur les couples parfaits, les familles parfaites. On va découvrir ce qui aurait dû rester secret certainement à vie. Mais là, on va le découvrir, elle avait un amant. Mais qui est cet homme qui a chamboulé la vie de cette jeune secrétaire? L'amant de Françoise, c'est un collègue de travail. Alors elle est dans les bureaux, lui il est commercial. Mais ils se croisent régulièrement. Il est plutôt bel homme, il est marié, il a déjà un enfant. Sa femme espère avoir le 2e. Et pour ce qu'on en sait, lui finira par reconnaître qu'ils ont eu au moins une relation sexuelle, assez sordide d'ailleurs, dans les locaux de travail, dans le réfectoire, qui n'est pas vraiment un réfectoire, qui est plutôt une pièce abandonnée, mais dans laquelle certains salariés vont manger le midi. Voilà, on n'est pas du tout dans le glamour. Cet amant, le voici. C'est cet homme dégarni. C'est l'un des témoins clés de ce procès, mais vous ne verrez pas son visage. Il ne souhaite ni être filmé, ni répondre à nos questions. C'est un homme marié, âgé aujourd'hui de 37 ans. Son témoignage est absolument crucial.
De fait, quelques jours après le décès de Françoise, cet homme, qui a d'ailleurs toujours nié la moindre relation extra-conjugale, révèle aux enquêteurs un détail que personne ne peut connaître car la presse n'en a jamais parlé. Il y a une chose qui, a posteriori, va choquer, c'est que de manière spontanée, il va dire mais elle portait souvent un foulard et puis d'ailleurs, même moi je l'ai mis sur ma tête une fois parce qu'on s'amusait avec. Ce foulard dont il parle n'est autre que celui qui a servi à étrangler Françoise Chabet. Et ça fait tiquer parce que ça ressemble beaucoup, je suis très prudent, mais ça ressemble beaucoup à une justification d'une trace ADN sur le foulard. Or, il va s'avérer qu'il n'y a aucune trace d'ADN de l'amant sur le foulard. Mais pourquoi l'amant craint-il de voir son ADN sur le foulard, qui semble être l'arme du crime ? Les enquêteurs s'interrogent. Et si Françoise Chabet avait été supprimée par son amant de peur qu'elle ne dévoile leur liaison clandestine ? L'amant peut-il avoir eu un mobile pour mettre fin au jour de Françoise Chabet ? La réponse est oui. Si on s'en tient à un coup de fil de 12 minutes qu'il a eu avec Françoise Chabet le soir du 2 février. Parce que le 2 février, c'est la date à laquelle la femme de l'amant apprend que le bébé qu'elle porte et dont on lui avait dit qu'il ne serait pas viable, va vivre. On imagine que ça peut être un déclic pour que l'amant décide de mettre fin à sa liaison avec Françoise. Ils se téléphonent, c'est leur plus long coup de téléphone, pendant 13 minutes. Après le 2 février, il n'y a plus aucun appel entre eux. Et Françoise Chabet va, à compter du 2 février, plonger dans une dépression nerveuse. Elle a des crises de larmes, et puis 48 heures avant sa mort, elle va fondre en larmes sur son lieu de travail et elle va dire à un de ses collègues qui s'inquiète d'elle, elle va dire « plus rien ne sera comme avant ». Ça laisse penser d'abord que la relation, elle ne s'est pas cantonnée à une étreinte furtive dans les locaux de travail en novembre, qu'elle a duré. Et une relation qui dure, une relation non seulement sexuelle mais aussi sentimentale, ça colle beaucoup plus à la personnalité de Françoise. Mais l'amant a un alibi. Le matin du samedi 26 février 2005, il posait du carrelage, un alibi confirmé par son épouse. Mon enfant n'allant pas à l'école et nous ne travaillant pas, nous n'avons pas fait sonner le réveil. Je pense que nous nous sommes levés vers 8 heures. Nous avons déjeuné ensemble, puis Stéphane a mis en route le carrelage du plan de travail dans la cuisine. Je l'ai aidé et je suis restée avec lui toute la matinée. Nous ne sommes pas sortis ce matin-là. Une épouse qui vient au secours de son mari. Pour Maître Valland, la ficelle paraît un peu trop grosse. Stéphane est un menteur. Son épouse également ment. Ils mentent à la barre. Je veux dire, elle invente surtout, c'est-à-dire qu'au-delà du mensonge, vont inventer une multitude de détails qu'on ne leur a même pas demandé. Détails dont on sait qu'ils sont absolument faux. Cet homme pourrait tout à fait comparaître à la place de Ludovic Chabet. Et il en a évidemment conscience. 10 ans de concertation frauduleuse, mais en même temps, que l'épouse protège le mari, c'est compréhensible, ça ne l'innocente pas. Le couple a-t-il menti, comme accuse l'avocat de la défense ? La question se pose, car lors des écoutes téléphoniques, l'amant et sa femme semblent s'être mis d'accord sur une version à donner aux gendarmes. Après, quand l'amant va être placé sur écoute, les discussions qu'il peut avoir avec sa femme ou avec sa belle-sœur peuvent faire penser à la fabrication d'un alibi. L'alibi, c'est le jour de la mort de Françoise, j'ai pas quitté ma maison, je posais du carrelage. Puis on a des réflexions du type, faudra dire ça, qu'est-ce que t'as dit toi ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Sur quoi il pose des questions, il étant les gendarmes. On sent vraiment de la panique. Le couple s'est-il fabriqué un faux alibi ? Pour le savoir, la cour d'assises entend cet homme. C'est un collègue de l'amant qui affirme être passé chez lui le matin du crime. Alabarde va redire que c'était en fin de matinée. Et puis, on va bien voir qu'il est hésitant au moment où on lui dit « Vous pouvez regagner la salle, monsieur ». Il y a une interruption et il va dire « En témoignant tout à l'heure, je me suis mis à avoir un doute, mais moi, j'ai aucune notion des heures et des dates. Donc j'ai téléphoné à ma femme pendant la suspension. Et puis ma femme m'a dit que je m'étais trompé et que c'est pas du tout le matin que je suis allé prévenir de la mort de Françoise. C'était l'après-midi. » Et là, quand on va poser la question à l'amant et à la femme de l'amant,
Ils vont dire « Ah non, 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 c'était le matin, on se souvient bien, c'était le matin. » On va dire « Mais écoutez, le monsieur qui vous a prévenu vient de nous dire le contraire. » Et puis ils vont tenir bon, comme ils vont tenir bon sur tout. L'amant a-t-il menti pour masquer le crime ou pour sauver son couple? Les gendarmes privilégient la deuxième hypothèse, d'autant plus qu'elle leur fournit un mobile évident pour accuser Ludovic Chabé. Le mari, la femme, l'amant, un triptyque parfaitement connu dans les enquêtes criminelles. La jalousie serait donc l'explication de ce crime. Et donc si elle avait un amant, Ludovic Chabé pouvait connaître l'existence de l'amant. Et s'il connaissait l'existence de l'amant, il pouvait être maladivement jaloux. Et donc là, on a un mobile. Une jalousie qui n'aurait pas échappé à la sœur de Françoise. Quant à Ludovic, pour moi, il était fort jaloux. Lorsque ma sœur achetait des vêtements un peu sexy, genre mini-jupe, il lui disait qu'elle n'avait pas à mettre ce genre de vêtements pour côtoyer des fermiers. Pour l'accusation, le scénario du crime est désormais presque parfait. Ce matin-là, Ludovic Chabé quitte la caserne peu avant 8 heures. Selon les enquêteurs, il a eu le temps d'effectuer 200 km en moins de 2 heures pour arriver avant 10 heures à Humbercourt. Françoise, elle, se serait levée tôt. Quand Ludovic pénètre dans la maison, elle lui avoue son infidélité. Il la frappe violemment. Françoise tombe au sol. Il l'étrangle avant d'appeler les secours à 10h04. Selon les légistes, Françoise Chabé est morte entre 9h et 9h45. Et pour enfoncer le clou, il y a cette voisine qui dit avoir aperçu Françoise entre 9h et 9h30 et affirme de plus avoir vu Ludovic arriver à 9h30. Ludovic Chabé est donc condamné en juin 2013 à 12 ans de réclusion par la cour d'assises de la Somme. On se dit qu'on est à la place de quelqu'un d'autre. Qui plus est, on est accusé d'un crime qu'on n'a pas commis et en plus sur sa femme. Donc c'est vraiment très très difficile à vivre. J'ai passé par une période de dépression, c'est-à-dire que je pleurais jour et nuit, je dormais très peu. Après, j'ai eu des moments de combativité, j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose, de me dire je suis là, mais il va falloir que je me batte pour y arriver. De toute façon, j'ai pas le choix. Ludovic Chabé fait donc appel de sa condamnation et, surprise, il est remis en liberté en août 2013. Il reprend son travail de pompier. À nouveau, les jurés vont-ils condamner Ludovic Chabé ou le laisser en liberté? Depuis 10 ans, le pompier n'arrive pas à se débarrasser d'un élément qui l'accable, les gestes de secours qu'il n'a pas prodigués à son épouse pour tenter de la sauver. Cela semble impensable pour un professionnel expérimenté. Un médecin des pompiers qui connaît bien l'accusé et sa famille vient livrer à la barre son analyse sur cet étrange comportement. C'est quelque chose qui est décrit dans la littérature, ce qu'on appelle le stress dépassé ou un phénomène de sidération qui font que chaque personne, même dans le cadre de sa profession, au moment donné lié à un stress important, peut perdre ses moyens. C'est effectivement quelque chose, et bien évidemment, c'est ce qui est décrit chez les secouristes, même si ce sont les meilleurs dans leur profession, perdent leurs moyens lorsqu'il s'agit de proches les concernant. Une attitude certes critiquable, mais qui, selon la défense, ne doit pas masquer le point essentiel de ce dossier, l'heure de la mort de la victime. Celle-ci est fixée entre 9h et 9h45. L'heure de la mort de Françoise, c'est un élément clé de ce dossier. Est-ce que Ludovic Chabé a pu être revenu à temps à Humbercourt pour tuer sa femme et prévenir les secours? Les services de gendarmerie et de police ont effectué le trajet. Ils ont effectué le même trajet que Ludovic Chabé en partant à 9h01 du péage de Roye, en roulant à des pointes de 170 km/h sur des nationales. Ils arrivent à 9h52 au plus tôt. En roulant à la vitesse limite autorisée, ils arrivent à exactement 10h04, voire 10h06 s'ils roulent en dessous de la vitesse autorisée.
Selon l'accusation, Ludovic Chabet a dû rouler à tombeau ouvert pour regagner sa maison et étrangler son épouse. C'est une version plausible, car le matin du crime, le pompier a été repéré par cette voisine à 9h30. Une voisine qui jure avoir vu une demi-heure plus tôt la victime encore vivante. Mais ce témoin est-il crédible ? Le témoignage de la voisine, il va sembler très faible quand elle va venir témoigner devant la cour d'assises de l'Oise. Maître Valland, on va l'interroger de manière assez serrée et au final, son témoignage va paraître très faible. Cette dame est diabétique, donc a des problèmes de vue manifestes, mais là, on est à 92 mètres, quasiment la distance d'un terrain de football, et derrière une petite fenêtre, elle aurait vu, à une heure qu'elle donne, 9h, 9h30, alors même qu'elle ne porte pas de montre, Françoise Chabet, elle est certaine que c'est Françoise Chabet, derrière cette fenêtre. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame va venir indiquer au début qu'elle ne sait pas comment était habillée Françoise Chabet, puis réauditionner, elle dira que Françoise Chabet était habillée en pyjama et qu'il s'agissait d'un pyjama de couleur claire. Au moment de cette reconstitution, elle indiquera aux services de police et de justice que non, le pyjama n'était pas de couleur claire, mais qu'il était de couleur marron. Je suis certain que cette femme, d'abord, ment, mais des mensonges éhontés, et qu'elle ment aussi et surtout parce qu'on lui a rendu visite à de nombreuses reprises pour espérer qu'elle réussisse à recracher quelques éléments qui viendraient coller à la théorie de l'accusation. C'est donc un témoignage absolument mensonger et qui, à mon sens, mériterait d'être poursuivi devant un tribunal correctionnel. Si la voisine s'est trompée ou a menti, cela ne signifie pas pour autant que Ludovic Chabet est innocent. Jusqu'à présent, les légistes ont été formels sur l'heure de la mort aux alentours de 9h30. Mais à l'audience va survenir un véritable coup de théâtre. L'un des experts estime que l'heure du décès n'est pas celle que l'on croit depuis 10 ans. En effet, aucun d'entre eux n'a comptabilisé un élément fondamental, le temps de réanimation effectué par les pompiers sur la victime, et ça change tout. C'est le point crucial, je pose la question, elle est limpide à l'expert. Avez-vous inclus dans votre rapport d'expertise le temps de réanimation pour le déduire de l'heure de la mort? Il me dit « Ah non, oups, j'ai oublié ». Il s'agit quand même d'un expert nationalement reconnu. Et quand je refais le calcul avec lui à partir des paramètres que sont les siens, eh bien, j'arrive à une heure de la mort, au maximum à 8h30. Alors je lui dis, mais monsieur, si je dis que l'heure de la mort est à 8h30, est-ce que je suis à côté de la plaque? Et il répond à la cour d'assises, à moi-même évidemment, non maître. Et ça, je ne vois pas comment une cour et un jury peuvent le balayer, et je ne comprends pas comment une accusation a pu passer à côté de cela. Vendredi 5 juin 2015, c'est le jour du verdict et il n'y aura pas d'alternative. La vie de Ludovic Chabet va basculer dans un sens ou dans l'autre. Va-t-il repartir en prison? L'homme apprécie le moment présent, peut-être ses dernières heures de liberté. Ses collègues, plusieurs pompiers de sa brigade, sont venus l'épauler. Tout le monde semble tendu, impatient, angoissé aussi. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Non pas que la vérité éclate, parce que est-ce qu'on saura vraiment un jour, mais au moins qu'ils reconnaissent que, avec tous les éléments qu'ils ont, que Ludovic n'y est pour rien. C'est la plus dure journée, c'est très dur. Le stress, le sommeil. L'audience va débuter. Chacun rejoint sa place dans la salle de la cour d'assises. Depuis 5 jours, les deux camps se croisent sans échanger le moindre mot. Deux familles, deux vérités. La parole est donnée à l'avocat de la famille de Françoise. Lui n'a aucun doute. Le mari jaloux est coupable. Il n'a manifesté aucune tristesse à la mort de sa femme et il a menti aux enquêteurs. Les 6 jours d'audience ont confirmé à vos yeux les mensonges de M. Chabet? Absolument. Sinon je ne parlerai pas comme ça.
Je suis là pour essayer de faire en sorte que cette décision soit une décision de vérité, en évitant les pièges des mensonges, des contradictions de Chabet, qui polluent ce dossier encore une fois. C'est l'heure du réquisitoire. Pour l'avocat général, le coup de théâtre sur l'heure de la mort ne change absolument rien. Le seul qui a pu commettre ce crime, c'est le mari. Comment ? On ne le saura jamais, dit-il. Mais tout l'accuse. Le créneau horaire, le témoignage de la voisine, l'absence d'effraction. À ses yeux, cette affaire, en fait, n'est qu'un drame passionnel, un mari jaloux qui n'a pas supporté l'infidélité de son épouse. Le magistrat réclame 18 ans de réclusion criminelle. L'audience est alors suspendue. L'accusé, déjà condamné à 12 ans lors de son premier procès, fond en larmes. Ludovic Chabet a peur, son avocat tente de le réconforter. Sa tâche s'annonce difficile. Lors de l'enquête, il n'avait pas obtenu le non-lieu, puis il avait échoué au premier procès. Désormais, il n'a plus le droit à l'erreur. Il faut convaincre les jurés maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Un plan de plaidoirie. Ne pas oublier de passer à côté d'un procès verbal, d'une déclaration, d'une preuve. Parce que la cour d'assises, c'est un théâtre. Et pourtant, c'est un théâtre où se joue la vie des hommes. La vie d'un homme est entre ses mains. À lui de convaincre la cour d'assises de ne pas commettre une erreur judiciaire. Je pense que les avocats sont là aussi, et les cours d'assises aussi, pour entraver in fine les erreurs judiciaires. Quand on vous dit que les erreurs judiciaires sont du passé, les Patrick Deals, les Outreau, et que l'on vient réclamer une condamnation contre un garçon, se fondant sur de pures hypothèses et écartant l'heure de la mort, qui ne colle pas évidemment avec les faits, moi je dis que l'erreur judiciaire, elle est présente et on la réclame à grands cris du côté du ministère public. Ludovic Chabet est innocent. Il est 14h30 lorsque commence sa plaidoirie et à 16h, la cour d'assises se retire pour délibérer. Les jurés doivent répondre à une seule et unique question. Ludovic Chabet a-t-il volontairement donné la mort à son épouse Françoise le 26 février 2005 ? C'est sans doute le moment le plus insupportable du procès d'assises, l'attente avant le verdict. Les minutes s'étirent, les heures deviennent interminables. L'angoisse ne cesse de monter, accentuée d'ailleurs par l'orage qui s'abat sur la ville. Faut-il l'interpréter comme un mauvais présage ? Après 4 longues heures de discussion, les jurés s'apprêtent à revenir. Ludovic Chabet, tel un somnambule, reprend sa place dans la salle d'audience. Nous sommes exceptionnellement autorisés à filmer le moment du verdict. indiquer que je ne souhaite dans la salle aucune manifestation de quelque sorte qu'elle soit. Je vous demande à tous de conserver de la dignité, du respect et du silence. Et à la question, Ludovic Chabet est-il coupable d'avoir à Humbercourt, le 26 février 2005, donné volontairement la mort à Françoise Billon, épouse Chabet? Il a été répondu non. Donc, monsieur Chabet, vous êtes Ludovic Chabet sanglote, recroquevillé sur son siège. La tension contenue tout au long du procès explose enfin. Et si les larmes coulent sur les visages de la famille Chabet, la famille de la victime, bien entendu, est sous le choc. Celui qu'elle considérait comme le meurtrier est innocenté. Elle repart sans un mot, mais avec une question. Qui a tué Françoise ?
10 ans. Attention, 10 ans. 10 ans. Enfin, j'ai été entendu. Enfin. Vous avez eu peur quand vous les avez vus rentrer? Ouais. C'est insoutenable. C'est insoutenable d'attendre comme ça. Ça y est, on va pouvoir vivre normalement. Vivre normalement. Je ne me souviens plus d'avoir rentré dans une église, mais j'étais en train de... Et quand ils ont annoncé qu'il était libre, ça fait 10 ans. 10 ans qu'on attend ça. C'est au bras de sa mère que Ludovic Chabet quitte le tribunal, blanchi à jamais par la justice. Son avocat ne tire aucune gloire de cet acquittement. Il espère que la justice apportera un jour une réponse à la mort de Françoise Chabet. C'est pas une fierté, cet acquittement. C'est 10 ans de malheur pour la famille de Françoise. C'est des gens qui n'ont pas de réponse, à qui on a dit pendant 10 ans c'est lui le coupable. Et c'était pas vrai. Et ces gens, ils rentrent à la maison et qu'est-ce qu'ils peuvent penser? C'est quoi cette justice qui a accusé un type pendant 10 ans? On leur a dit que c'était le coupable, c'est pas lui. C'est une bonne justice parce qu'elle commet pas d'erreur judiciaire, mais c'est une justice qui doit se poursuivre pour trouver le coupable. On est passé à 2 doigts de l'erreur judiciaire. Pour moi, c'est pas fini. Je suis acquitté, mais la vérité n'est pas encore. La vérité, vous voulez la connaître? Steph. Il est presque 20h. Ludovic Chabet remercie une dernière fois tous ses amis et son avocat aussi. C'est maintenant à la justice qu'il appartient de rouvrir ou non cette enquête sur la mort de Françoise Chabet. Voilà. Ludovic s'engouffre dans la voiture de ses parents. C'est la fin de 10 années de procédure. Une nouvelle vie peut maintenant commencer.